Bonjour à toutes, je crois qu'on est en live. Alors, on va vérifier la technique pour commencer. Le temps que tout le monde arrive déjà. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous pour nous dire si ça fonctionne bien, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Oui, c'est quand même plus sympa. Voilà, ce sera plus sympa pour. On n'est pas en mode podcast, donc n'hésitez pas à nous le dire. On va laisser le temps à tout le monde de s'installer tranquillement. Voilà, de venir nous rejoindre. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet et je vous présenterai notre invité que je laisserai se présenter ensuite. Alors, dites-nous, faites-nous signe. De mon côté, c'est bon. Alors, pour celles qui me connaissent pas, moi je suis Marie-Amélie Larcher, je suis psychologue et je suis la fondatrice de Rayonne. Alors Rayonne, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un programme d'accompagnement pour les femmes qui veulent reprendre leur vie en main et rayonner. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de révéler la singularité de chacune, voilà, d'aider chacune à révéler sa singularité au cours de mes accompagnements. Alors d'habitude, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des Facebook Live avec des experts. Alors Delphine est une experte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oh non, c'est dans la catégorie. Je rigole. Dans son domaine. Elle a créé Femme de Challenge, mais elle vous en parlera. Mais aujourd'hui, j'avais envie de donner une tournure un peu différente à ce Facebook Live à travers ce que j'appelle un témoignage de femmes inspirantes. Parce que je sais que moi, en tout cas chez moi, le témoignage est assez efficace, on va dire d'une certaine manière. Parce que c'est vrai qu'on a tous un peu notre mode de fonctionnement, nos habitudes, nos routines. Et ce que je trouve intéressant en fait dans le témoignage, c'est que vous avez vous avez l'occasion de voir une nouvelle façon de faire, d'autres habitudes, d'autres façons d'être. Et du coup, voilà, ça peut entraîner des changements également dans vos vies. À vous. Voilà. Et donc, pour entamer ce nouveau type de live, j'ai la chance aujourd'hui d'inviter Delphine. Voilà, Delphine, son parcours m'a beaucoup inspirée et du coup, j'avais envie de le partager avec vous. Avant de te présenter, Delphine, je vais juste vérifier qu'on nous voit bien et qu'on nous entend bien. Voilà, je vois qu'il y a Céline. Bonjour Céline, merci pour ton coucou. N'hésitez pas aussi, celles qui sont là, à nous faire des petits coucous. Et puis, juste pour l'organisation du live, ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé quelques questions pour Delphine. Et donc, vous, je vous invite, si ça vous dérange pas, à poser vos questions au cours du live si vous voulez, mais on y répondra à la fin. Comme ça permet d'avoir un échange un peu fluide. Voilà. Delphine, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes un peu ton parcours et puis comment tu en es venue finalement à créer Femme de Challenge? Okay. Alors, merci beaucoup Marie-Amélie. Donc, dans les grandes lignes de mon parcours, donc je suis française. J'ai fait un parcours dans les ressources humaines, donc j'étais salariée au démarrage. Et puis, je tournais un peu en rond dans ce que je voulais faire. Donc, voilà, j'étais un peu dans un cul-de-sac. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et français aussi, mais qui vivait en Belgique. Donc, premier choix, ça a été de privilégier l'amour plutôt que le travail. Donc, j'ai lâché mon job puisque de toute façon, je me suis dit, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Donc, maintenant que j'ai trouvé Laurent, je le suis. Et donc, je le fais court, hein, mais je trouve c'est intéressant de voir un peu quelques éléments. Et donc, je me suis retrouvée en Belgique confrontée au problème de la langue, puisque travailler dans les ressources humaines, on me demandait d'être bilingue en néerlandais. Donc, heureusement que cette expérience a été très courte, parce qu'en fait, là, j'ai vraiment, donc, je dû rester 4-5 mois, alors qu'à la base, on était censé s'y installer. Donc voilà, je me suis vraiment pris une énorme baffe, puisque comme beaucoup de Français, je pensais que la Belgique, c'était comme la France. Ouais. Donc voilà, donc au final je ne sortais plus de chez moi parce qu'en fait je me suis dit mon Dieu, s'il faut que j'apprenne le néerlandais et que je sois bilingue pour arriver à travailler, ça va juste, ça le fait pas.
Donc voilà, je restais enfermée chez moi. Et donc à ce moment-là, Laurent, qui avait déjà, avant de me connaître, demandé à partir à l'étranger, me dit, écoute, Delphine, est-ce que ça t'irait d'aller en Chine? Bon, ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Donc là, je disais, ouf. Donc déjà, j'avais quitté mon appart à Paris. Bon, mais en même temps, j'étais au fond du trou. Donc j'ai regardé, je me dis, mais où? Il m'a dit à Shanghai. Donc là, j'ai regardé et j'ai vu Shanghai. Bon, il y avait des multinationales. Je me dis, bon, là, on va plus m'emmerder avec le néerlandais. Bon, l'anglais, je n'étais pas bilingue, mais je me suis dit, je vais peut-être pouvoir y arriver. Et donc, aussi bien, je suis arrivée en décembre en Belgique, en septembre suivant, on était à Shanghai. Donc, c'était assez rapide, etc. Bref, du coup, je me suis reconfigurée là-bas professionnellement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'ai pu travailler dans un cabinet de chasseurs de tête. Donc, je recrutais en fait des Chinois bilingues anglais pour des multinationales. Bon, 900 € par mois, mais c'est un détail, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Et rapidement, quand même, j'ai fait le tour du poste. C'était sympa, c'était une petite équipe, il y avait des Chinois, mon boss était franco-anglais, mais rapidement je me suis dit bon, je crois pas que c'est le job de mes rêves. J'étais enceinte de mon premier garçon et là je me suis dit bon, on n'est pas censé rester très longtemps, donc si on retourne en Europe, non seulement je ne sais pas ce que je veux faire professionnellement, mais en plus je vais être maman. Donc là, en gros, entre nous, je me suis dit 2 boulets. Donc je me suis dit je peux pas rester comme ça. Et donc, je gravitais dans la communauté française et là, j'ai compris que, en fait, on pouvait m'aider à trouver ce que je voulais faire. Parce que moi, je n'y arrivais pas tout seul, j'avais essayé par moi-même, mais je n'y arrivais pas. Donc, j'ai été coachée et j'ai pu dire que effectivement, j'avais envie moi-même de faire du coaching professionnel, donc dans la sphère professionnelle. Je savais pas exactement quoi, mais voilà, donc j'ai tout essayé en groupe, en entreprise, en anglais, en français, en individuel, bref, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, je me suis dit bon, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis lancée après avoir eu mon premier garçon, Antoine, et donc je me suis formée au coaching, je me suis lancée, et puis j'ai eu des premiers clients assez rapidement, puis j'adorais ça. Et du coup, 20 mois après, j'ai eu mon deuxième garçon. Et là, du coup, on nous a dit pourquoi pas aller aux États-Unis. Donc du coup, on est allé aux États-Unis. En plein hiver, 2 bébés. Bon, je savais ce que je voulais faire, mais c'était quand même hyper sport et heureusement, j'avais pu avoir un contact avec une femme là-bas française parce que je me suis dit ça va être super dur. L'atterrissage va être très très dur. Il a été très 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 dur. Et du coup, voilà, je me suis dit maintenant que je sais ce que je veux faire, que j'ai réussi à avoir des clients, je vais faire la même chose. Oui, j'ai fait la même chose, sauf que ça n'a pas marché. On me disait, il est super cute, votre accent. Oui, donc voilà, je commençais à comprendre qu'en fait, il n'y avait pas de communauté française, ce que j'avais précédemment un peu testé. Bref, du coup, au bout de 4 mois, c'était quand même difficile. Et donc là, comme je me formais à distance au coaching, en fait, j'ai rencontré un des formateurs qui me permettait de lancer un business en ligne. Là, c'était un truc qui m'a complètement déstabilisée parce que je me suis dit, donc je comprends que je dois être entrepreneur, alors que moi-même, je pensais qu'on naissait entrepreneur. Donc moi, entrepreneur, je voyais pas vraiment le match. Et en plus en ligne. Donc là, je me suis dit, c'est le pompon. Je me suis dit, moi-même, j'arriverai pas à acheter des services à une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue en vrai. Mais je me suis dit, c'est ma seule porte de sortie. Non, je t'interromps. Oui, surtout que ça, c'était en quelle année? C'était en 2009. Oui, c'est pas en 2021, quoi. Donc, en plus, c'est les débuts des réseaux sociaux, etc. En plus, non? Oui. Et donc, du coup, parce que j'avais compris qu'on habitait donc dans l'État de New York, à Rochester, et donc on n'allait pas rester là. Et donc, il fallait pas que je me localise. Et du coup, j'ai appliqué ce que mon coach me disait, en ayant l'espoir que ça marche, mais en même temps pleine de doutes. Avec tout ça, je me suis dit, je n'ai pas de certitude. Bref, du coup, au bout de 2 mois, j'ai eu ma première cliente à Sydney, avec qui je suis toujours en contact. Donc, c'était voilà. Et après, j'en ai eu d'autres. Et l'aventure a commencé en ligne. Du coup, depuis 2011. Et c'est juste quelque chose
d'extraordinaire. Donc évidemment, tout n'est pas facile tous les jours, mais c'est quelque chose qui, du coup, d'un moment très difficile où j'ai compris que du coup je pouvais pas faire comme avant, trouver des clients localement, j'ai dû aller en ligne et depuis voilà, c'est quelque chose qui a ouvert des possibilités incroyables. Et donc voilà, en gros. Merci en tout cas. Déjà, ça nous donne une idée un peu sur ton parcours et les étapes. Et du coup, je vais rebondir sur une chose que tu as dite. Tu as dit, je croyais qu'on naissait entrepreneur. Oui. Et du coup, ça fait écho à une chose que tu m'avais dite un jour. Et c'est vrai que j'avais noté que tu avais une maman qui ne travaillait pas. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on dit souvent que une fille, elle se construit souvent au regard de sa mère, entre guillemets, ou en tout cas en écho à ce qu'elle lui transmet. Donc forcément, si on a une mère qui n'a pas travaillé, c'est pas dit que ce soit évident pour nous de travailler, et qui plus est en tant qu'entrepreneuse, j'ai envie de dire. Donc c'est encore une autre étape. Du coup, voilà, comment tu as fait un petit peu pour dépasser un peu cet héritage? Ça a été super dur. Parce qu'en fait, je dirais qu'au démarrage, quand j'ai eu mes 2 garçons et que je me suis reconvertie, parce qu'en fait, j'ai envisagé de me reconvertir juste avant d'accoucher de mon premier garçon, ça a été en fait, parce que j'ai eu Antoine, je suis devenue maman, c'était hyper bien passé, du coup j'ai fait ma formation, j'ai eu mon deuxième garçon, Tom. Globalement, c'était assez fluide. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait, là, j'avais vraiment décidé que je voulais gagner ma vie avec. Et là, ça a été hyper dur. Et avec le recul, en fait, ce que je comprends, c'est que on doit lâcher certains élastiques. Et donc, il y a une forme de déloyauté à avoir. C'est-à-dire que je me rappelle toujours, et évidemment, je ne savais pas à 50% de tout ce que je sais aujourd'hui. Mais du coup, je savais, avant d'arriver aux États-Unis, j'avais discuté avec Laurent, mon mari, j'avais dit, voilà, moi j'adore mes garçons, mais vraiment, mais je ne peux pas les garder. Donc, il faut qu'ils aillent à la crèche. Donc, aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher, mais on était d'accord sur ça. Donc, Antoine avait 2 ans, Tom avait 6 mois. Donc, ça a été un déchirement, mais vraiment, de les mettre à la crèche. Enfin, c'était pour moi mais horrible. En plus, parce que voilà, c'était un univers totalement différent pour eux. Bref, du coup, bon, ça s'est au final bien passé pour eux, mais j'imagine que dans leur ADN, ils vont avoir des blessures quelque part. Mais moi, ça a été vraiment super dur parce que je me retrouvais toute seule à la maison, sachant que ma maman a arrêté de travailler quand elle m'a eue. Parce que elle, dans sa croyance, elle pensait qu'on pouvait pas travailler et bien s'occuper de ses enfants. Et là, je me suis pris le tsunami en pleine face. Parce que moi, non seulement j'avais quelque part pas d'obligation financière, ma maman, de travailler, et en plus, je me retrouvais à la maison, mes garçons à la crèche, qui du coup coûtaient cher. Et au départ, en fait, j'y arrivais juste pas. Et donc, j'ai vécu des moments, mais vraiment très difficiles. Et je savais pas que je pouvais être accompagnée pour ça, même en thérapie. Enfin, et donc, ça a été vraiment hyper dur. J'en avais conscience que c'était ça qui venait me chercher, mais du coup, j'y suis allée un peu à la dure, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, de toute façon, moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire que je me suis dit, même si j'y arrivais pas, je me suis dit, moi, je veux être entrepreneur. Enfin, en fait, entrepreneur, c'est pas une fin en soi, mais c'était accompagner des femmes dans le domaine professionnel. À ce moment-là, c'est les aider à faire un bilan pour se retrouver, parce que je m'étais au départ destinée aux femmes expats, comme moi j'avais vécu, et on se retrouve perdu professionnellement quand on a quitté son emploi. Ça peut arriver après un accouchement, ça peut arriver après un burn-out, ça peut arriver après une expatriation, enfin peu importe. Et donc du coup, je me suis dit c'est ça que je veux faire et rien d'autre. Donc déjà j'avais coupé avec le salariat, mais du coup là, comme j'y arrivais pas, c'était vraiment très très dur. Et en plus, j'adorais mes garçons, mais quand en plus la journée ça ne se passait pas bien pour moi, j'étais pas très sympa avec mes enfants. Et donc c'était pas un moment très sympa. Donc je sais pas si je réponds bien à ta question. Si, très bien. Justement, je pense qu'il y a plus d'une femme justement qui sent ce tiraillement. Enfin, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Moi, ça me parle aussi. Mais effectivement,
toi, tu me dis effectivement que tu as été un peu à la dure, justement, pour essayer de dépasser, de dépasser et de gagner en liberté par rapport à ce choix. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, peut-être, toi, tu dirais à d'autres femmes, justement, qui seraient dans cette situation, qui se sentiraient tiraillées entre, effectivement, le désir de s'occuper de leur enfant, l'envie de travailler, et puis peut-être un lien familial, un lien de mère à fille qui fait que parfois ça peut freiner? En fait, avec le recul et en étant, comment dire, très respectueuse, parce que c'est pas non plus mon domaine d'expertise, mais ce que je pense, c'est que des fois, quand on a peur d'être déloyal, donc de casser cette attente ou cette injonction qui n'a pas forcément été dit et puis qui n'est pas nécessairement attendue de notre mère, mais c'est quelque chose qu'on a quand même dans notre ADN. Moi, avec le recul, si je m'y remets, je pense que inconsciemment, je pense que ça aurait été de lui dire que je l'aime pas. Alors que c'est pas ça, en fait. On peut très bien aimer et respecter sa mère, mais en être soi. Et donc, du coup, c'est difficile, en fait, d'arriver à se positionner en étant différente de sa mère. Moi, j'ai, à l'adolescence, beaucoup rejeté le modèle de ma mère. Je pense que je ne voulais pas, en fait, lui correspondre. Mais du coup, mais des fois, on peut aussi se faire aider. Moi, je sais que j'étais à la dure parce qu'en fait, j'avais personne à qui en parler et je savais pas, en fait. Et puis, en même temps, je me suis dit, je me raccroche à ce que je veux. Mais donc, chacune y va de la façon qui, pour elle, semble être la meilleure. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas vu d'autre choix. Oui, oui. Et le contexte aussi. En plus, tu étais aux États-Unis. Donc, je pense qu'au départ, prendre un thérapeute quand tu es aux États-Unis, surtout à l'époque où il n'y a pas les réseaux sociaux de cette façon-là, où tu peux avoir un thérapeute à distance. Oui, puis moi j'étais très isolée parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres expats français et mon mari était le premier de son entreprise depuis des années. Donc on était un peu les précurseurs. Donc vraiment, il y avait une solitude. Donc voilà. Donc là, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est de trouver ce qui vous aide à vous faire du bien et qui vous aide à avancer dans le chemin qui est le vôtre, parce que finalement, c'est un chemin d'émancipation. Donc, c'est se donner la permission de dire, moi, j'ai envie de ça. Puis, quel qu'il en soit de ce que ma maman peut penser ou m'exprimer, parce que moi, j'ai des clients, des fois, les mamans sont pas nécessairement encourageantes ou comprennent pas, puisque l'entrepreneuriat, c'est quand même, il y a une image aussi de c'est dur, et voilà, est-ce que tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants vraiment, il y a plein de choses. Donc, soit c'est exprimé, soit c'est pas exprimé, mais en tous les cas, soi-même avec soi-même, c'est aussi donner la permission de faire différemment, tout en respectant sa maman. Ouais, je te coupe, il y a Céline qui nous dit le conflit n'est pas le désamour. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est pas parce effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'aime pas, tout à fait. C'est vraiment deux choses différentes. Et du coup, moi, je pensais à un autre. On parlait d'entrepreneuriat justement. Et non seulement tu étais mère, mais tu étais aussi mariée. Et tu choisis l'entrepreneuriat. Qui dit entrepreneuriat, ça veut dire que on gagne pas forcément beaucoup d'argent dès le départ. Il y a un temps. C'est pas comme le fait d'être salarié. Du coup, comment ça a été perçu par ton mari? Est-ce qu'il a été un soutien pour toi ou est-ce que au départ il était dubitatif? Parce que le conjoint joue un rôle quand même important dans cette aventure entrepreneuriale. Je dirais qu'il y a eu des phases. Donc au tout début à Shanghai, où il a vu que voilà, je me suis formée au coaching, je rayonnais en contraste avec la Belgique, et que du coup voilà, j'avais des clients, elles étaient satisfaites. Il y a eu des hommes et des femmes, il n'y avait pas. Et donc là, il était content pour moi. Même, il a été jaloux à un moment donné, parce que lui-même, c'était super dur. Donc, il y a eu des moments où lui-même était jaloux du fait que j'étais contente, que ça m'allait bien. Mais globalement, il était content. On est arrivé aux États-Unis, donc il savait que j'avais décidé de vouloir en vivre. Et là, donc moi, j'ai eu, je pense, un contre-coup aussi de mes grossesses et tout ça. Donc, ça a été un moment vraiment très, très dur. Et du coup, il m'a vu donc essayer, etc. Et quand, par contre, on était là, son questionnement, c'était tout le temps, c'est sympa que ça te plaise. Bon, là, en plus, j'avais plus de clients, quasiment, j'en avais à distance à Shanghai, mais du coup, c'était peanuts.
Donc c'est sympa, mais ce sera mieux quand ce sera rentable. Et donc ça, je l'ai entendu longtemps. Et en plus, du coup, quand je lui avais dit, bah, écoute, tu vois, là, en fait, je sens qu'il faut que je fasse différemment et que bah, là, il y a un programme de coaching d'1 an à 7 500 $. Et moi, il y avait, enfin, intérieurement, je savais qu'il fallait que j'y aille. Parce que sinon, je sais pas ce que j'allais devenir. Donc, moi-même, avec ma mère, j'étais déjà à l'intérieur très, j'étais sûre. Après, j'avais pas envisagé de faire différemment que de payer avec l'argent de ma famille. Je pense que j'aurais été prête à demander à mes parents, enfin voilà, parce que vraiment, mais bon, comment dire, le premier, c'est forcément demander au mari. Alors je mets plein de guillemets parce que là, il y a plein de sujets. Mais, voilà. Poser d'autres questions là-dessus. Donc voilà, on va pas. Mais donc, du coup, quand je lui ai présenté, donc moi-même j'étais bien, parce que forcément déjà si on est un peu mélangé, ça n'aide pas. Et donc ça n'a pas été forcément tout de suite oui, mais bon, il n'a pas mis trop longtemps à dire oui. Et en plus, c'était donc 1 an et il y avait 3 ou 4 semaines où je devais partir à Montréal. Donc du coup, j'allais en voiture parce que évidemment aux États-Unis, on prend la voiture très facilement, même pour de longues distances. C'était quand même 10 heures de route et c'était à peu près tous les trimestres. Donc une semaine où je pars toute seule. Donc c'était pas, il y avait le montant plus tout ça. Donc bref. Lui, il est avec les enfants tout seul. Voilà, bah oui, c'est mieux. Oui, ça n'a pas de nounou, ni rien, enfin voilà. Et donc voilà. Et en fait, donc pareil, donc il était, après il a dit on se soit dit ok machin. Bon après il fallait des résultats. Donc en fait il était en attente de résultats. Et même pour dire juste un rétropédalage à Shanghai, pour dire, mais ça parle à tout le monde. À Shanghai, donc dans mes débuts, où elle était content pour moi, mais bon, il fallait des preuves. Un jour, j'étais vraiment au fond du trou, on marche, et je lui dis, mais dis-moi que tu penses que je vais y arriver, dis-moi que je peux être bonne là-dedans. Et là, il me regarde, il fait, ben, je sais pas. J'ai pas de preuves. Et là, alors là, j'ai vraiment, je suis vraiment descendue au 36e dessous. Bon, après, voilà, j'ai un peu processé le truc et je me suis dit, bah, quelque part, il a un peu raison. Il faut d'abord que ce soit moi, que je le fasse pour moi, que je me prouve que j'ai des clients et que j'ai de l'argent. Du coup, lui, il pourrait être convaincu. Mais bon, sur le début, c'était dur. Donc bref, du coup, pour en revenir, et ben en fait, pendant les 2 premières années, une fois que j'ai eu lancé en ligne, même si j'avais des clients, même si j'avais des bons témoignages, puis bon, je commençais à m'organiser vraiment comme une entrepreneur. C'est bien, mais bon, c'est pas tout à fait rentable. Et au final, il a compris quelque chose qui, pour lui, a tout changé, qui a fait que du coup, il y a quand même son témoignage sur mon site maintenant. C'est qu'en fait, il a compris la façon dont on développe notre entreprise en tant que femme, c'est-à-dire que bien sûr qu'on veut une entreprise rentable, mais qu'on est d'abord et avant tout dans une démarche où on veut vraiment aider et on est très orienté satisfaction client. Et donc, quand il a commencé à voir de plus en plus les témoignages de mes clientes, il s'est dit, ah ouais, donc il dit, s'il y a un niveau de satisfaction comme ça, a priori, l'entreprise peut y aller. Donc, du coup, je lui dis, bouge pas, je t'enregistre. Donc, on a fait un témoignage parce que je lui dis, tu te rends pas compte combien ce que tu as vécu dans le processus est important pour moi, mais aussi pour toutes celles qui sont sur ce chemin et qui vont se rencontrer face à des obstacles liés au mari. Oui, mais parce que je pense, en fait, déjà le fait d'être femme, le fait d'avoir des enfants et le fait d'être entrepreneur, c'est quand même plein d'étapes. Comment dire, comment expliquer? C'est vrai que c'est comme si on n'avait pas tous les atouts en main dès le départ, parce que ce que je ressens, c'est que si le mari n'est pas encourageant, si le mari n'est pas aidant, c'est un peu, comment tu vas faire pour gérer les enfants, pour gérer le travail, et en plus tu veux être entrepreneur, donc il va falloir que tu sois rentable. Donc il y a quand même pas mal déjà de défis qui sont donnés à la femme pour dépasser toutes ces barrières
des messages peut-être parfois inconscients qui sont de lui dire, bah, regarde, comment tu vas faire? Il faut que tu gères tout ça et en plus que tu sois rentable, tu crois que tu es capable? Donc, je trouve que déjà, il faut une force et une force intérieure pour, voilà, pour dépasser toutes les fausses croyances qu'on pourrait… Et la pression qu'on met. Et la pression qu'on nous met, c'est ça. Parce qu'en fait, quelque part, un peu comme tu le formules, c'est faut être bonne partout. Ah, ok, mais bah, on est juste un être humain, donc c'est pas possible. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose où si on n'a pas le soutien du conjoint, c'est vraiment très dur. Et donc du coup, c'est déjà de base, c'est important de se faire accompagner. Et encore plus quand le conjoint n'est pas ok. Moi, j'ai des clientes qui, au départ, ont intégré mes programmes sans le dire à leur mari. Parce que en fait, c'est un acte pour soi. Et c'est important de le faire. Et j'irai un cran plus loin, c'est que c'est notre vie à nous. Moi, voilà, donc investir en soi, la symbolique. Donc oui, forcément, on est en couple, donc on va en parler avec notre conjoint. Mais si jamais il y a le fait qu'il ne souhaite pas, c'est important de pouvoir se dire, bah, c'est pas grave. Je vais trouver par moi-même. Puis en plus, l'argent, c'est aussi notre argent familial. Bon, après, pareil, la relation à l'argent peut être très compliquée, mais voilà, c'est très important. Et là, je pense à une cliente qui, par exemple, a rejoint un de mes programmes, qui n'en a pas parlé tout de suite à son mari, et qui, bah, la voyait rayonner, justement, et qui n'est, enfin, genre, qu'est-ce qui se passe? Enfin, parce qu'il voyait que son entreprise, bah, j'ai pris un coaching, puis ça se passe bien. Et puis regarde, là, j'ai des résultats. Eh ben, voilà, il était juste devant le fait que, ben, effectivement, elle a eu raison. Et puis, mais en fait, c'est tout ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup à gérer, en fait. Donc, et du coup, ben, les peurs de notre conjoint, enfin, on n'a pas à les porter sur nous. En plus, déjà qu'on en a suffisamment. Mais donc, quand il n'y a pas de soutien, enfin, des fois, il peut y avoir du soutien, et comme dans mon exemple, ben, il n'a pas été tout de suite. Mais, donc c'est vrai que c'est dur, c'est difficile, c'est un chemin qui est pas évident et c'est du coup important d'être bien entouré. Voilà. Et du coup, tu conseilles, est-ce que toi, tu t'es fait accompagner, est-ce que tu as intégré des groupes d'entrepreneurs ou justement pour dans les démarrages, sachant que tu étais aux États-Unis ou… Ben, en fait, je dirais que quand j'ai commencé à Shanghai, ben, en fait, j'étais entourée de femmes, soit qui étaient salariées, alors entrepreneurs aussi, ouais. Mais ça s'est fait naturellement sans que je le réfléchisse. À Rochester, ben, en fait, je me sentais pas connectée. Enfin, j'avais envie de prendre de l'état d'esprit américain. Donc, en fait, j'ai plutôt rejoint une communauté de coach, mais en fait, ça me parlait pas. Et donc, du coup, j'ai préféré être bah, du coup, j'ai été rapidement accompagnée, en fait, dans le programme de coaching. Donc là, du coup, c'était plutôt des Québécois. Donc, pendant un an, du coup, j'étais dans une communauté de Québécois. Et ça m'a apporté. Et donc, du coup, bah, en fait, effectivement, après, j'ai continué à cultiver le fait de ne pas être seule. Donc après, j'avais créé un groupe avec des femmes entrepreneurs. Donc, il y avait une Québécoise à Paris, une Française dans le sud de la France, enfin, bref. Et on avait notre petit groupe. Donc, toujours, en fait, c'est super important parce que, en fait, le monde entrepreneurial, c'est un monde très intuitif, personné. Donc, c'est vraiment très lié à soi. Donc, notre confiance en nous, c'est la chose la plus précieuse. Quand on n'a pas confiance en nous, et ça arrive très souvent, ben, en fait, nous-mêmes, c'est dur. Donc, donc, on a besoin, en fait, d'être comprise dans ce qu'on vit. C'est pas souvent avec des salariés qu'on peut être compris. Et donc, d'être bien entouré d'autres entrepreneurs, c'est même vital, en fait. Ouais. Et justement, la question du jour. Pour revenir sur notre thème alliance vie pro, vie perso, comment tu as fait au départ avec ton désir de développer ton activité, tes bébés, parce qu'on c'était des bébés au départ, des jeunes enfants, et c'est souvent le problème des mères, en fait, c'est que elles se disent que quand les enfants, enfin, c'est pas forcément un problème, mais en tout cas, il y a beaucoup de mamans qui se disent comment je vais faire avec mes enfants en bas âge pour gérer une activité professionnelle, une activité personnelle, et voilà, arriver à être pleinement dans les deux.
Oui, parce qu'en fait, on touche à la culpabilité. Donc, il y a déjà, nous, on devient maman, puis il y a notre référentiel maternel. Donc, ça peut ajouter de la culpabilité. Donc, en fait, moi, j'y suis allée dans l'idée que, sans vraiment, enfin, voilà, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, moi, j'avais besoin de me dire, je travaille tous les jours. Et en gros, de 9 à 5. Donc, du coup, mes garçons, ils sont allés à la crèche. Non, même c'était 16h30. Juste c'est un petit détail où je veux juste revenir brièvement. Donc, je me suis dit, 9h à 4h30. Parce que du coup, dans mon cœur de maman, c'était OK. Et donc, voilà. Et je me rappelle très bien comme quoi la culpabilité, c'est juste incroyable. C'est qu'à un moment donné, je disais à mon mari, mais en fait, 4h30, ça me va pas. Donc, j'étais en train de chipoter, comme on dit en Belgique, sur le 16h30. Il me disait, tu vas pas aller chercher à 17h. Et j'arrivais pas à dire 17h. Et en fait, à un moment donné, je me suis donné la permission de chercher à 17h. Ça a tellement changé les choses pour moi. Je me suis dit, ah. Donc voilà, en fait, j'ai mis un cadre. Et souvent, ce que je vois, c'est que, parce qu'on est vraiment tiraillés, en fait. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je me rappelle toujours, dans l'avion, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, on met le masque sur soi. C'est bête, mais c'est tellement simple. Parce qu'en fait, surtout quand on est une maman, si nous-mêmes on prend pas, on a l'impression égoïstement d'abord besoin de soi, ben en fait, nos enfants vont pas très bien, notre famille non plus. Donc, beaucoup de choses finalement sont liées à comment nous on se sent. Et donc, du coup, on peut très bien se dire, bon, là, je peux avoir une nounou ou la crèche 2 jours. C'est déjà ça de prix. Moi, j'ai une copine, elle a commencé comme ça, elle n'avait pas financièrement les moyens de faire plus. Et donc, en fait, pendant ces temps-là, elle était efficace de ce qu'elle pouvait. Et petit à petit, elle a généré de plus en plus de revenus. Donc, elle était motivée à payer plus de crèches, de babysitter, etc. Et donc, du coup, ça peut être un moteur, justement, pour développer son entreprise. Et c'est intéressant de le voir comme ça. Parce que moi, au début, quand on est arrivé aux États-Unis, donc, mes garçons étaient très souvent malades, puisqu'en fait, ils n'étaient pas les mêmes bactéries, enfin bref. Donc, c'est juste, ça faisait partie de la période très dure. T'arrives, t'es fatigué, tu les poses à la crèche, tu dis Alléluia, et on te rappelle, t'es même pas rentré chez toi. Tu dis, il vient de vomir. Et donc, du coup, en fait, c'est un travail d'état d'esprit. Et en fait, c'est tellement important en tant qu'entrepreneur, mais en fait, en tant qu'entrepreneur de sa vie, c'est que au lieu, si je prends mon exemple de m'énerver dans le fait que je dois prendre soin d'un de mes garçons qui est malade et de lui en vouloir, mais vraiment, j'ai petit à petit, ça n'a pas été, j'ai accepté que du coup, c'était OK, puis quelque part, j'avais la chance d'avoir cette disponibilité et je trouvais ça tellement précieux. Et que du coup, au lieu de me dire, il m'emmerde parce que là, j'avais prévu de faire ça, et en fait, quand ils étaient petits, donc quand ils sont malades, petits, bref, ils font quand même la sieste. Donc je me suis dit, bon, il vient de se coucher, a priori, j'ai au moins 30 minutes pour moi. Et donc, dans ces 30 minutes, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait plaisir d'avoir réalisé? Et donc, ça m'a challengé sur mon efficacité. Ah oui. Donc, du coup, j'ai essayé de prendre le bon côté des choses en me disant, voilà, c'est chouette, il est malade, voilà, j'ai pas à demander à quelqu'un d'autre ou être empêtré ou quoi. J'ai aussi cette disponibilité. Et ça ne m'empêche pas de travailler. Alors, ça, pas comme s'il n'était pas là, mais de cette situation qui m'embête, qu'est-ce que je peux prendre comme bénéfice, comme cadeau mal emballé? Oui, et je dirais, en fait, je pense que moi, ce que je dis souvent aux patientes que je reçois, je leur dis, il faut faire preuve de créativité. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les témoignages d'ailleurs, c'est que ça vient nourrir notre créativité. Et je pense par exemple au fameux mercredi, où on a les enfants, ou alors pendant les vacances scolaires, où c'est souvent nous qui nous occupons des enfants. Si on veut pas les mettre à la crèche ou en centre de loisirs, ou si on peut pas les mettre chez les grands-parents, c'est peut-être trouver une autre solution, soit demander à son conjoint de prendre une demi-journée pour que nous on puisse travailler, ou prendre une babysitter. En fait, ça vient challenger un peu. L'entrepreneuriat vient un peu challenger notre créativité aussi, je trouve. Oui, et dans ce que tu dis, en fait, c'est intéressant parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas parce que je suis entrepreneur, c'est pas parce que je travaille à la maison que c'est à moi de m'en occuper. Je me suis dit,
On est deux dans l'histoire, donc au début, je n'osais pas, mais le fait d'avoir des clients, tout ça, ma confiance en moi, c'est quand même a quand même augmenté. Donc à un moment donné, j'ai dit tu sais quoi, la première journée, je veux bien. La deuxième journée, éventuellement. La troisième journée, c'est toi. Et en fait, c'est intéressant parce que on remet la famille au centre. Parce que sinon, si on garde la croyance que la maman doit forcément tout gérer, ça va pas, il y a un vrai déséquilibre. Pourquoi le mari pourrait pas? Et en fait, c'était intéressant parce que mon mari était très loyal à son entreprise. Et donc, du coup, il avait des horaires, etc. Et en faisant ça, ça lui a permis de devenir loyal à sa famille. Et en fait, il a beaucoup apprécié. Parce que même, par exemple, quand je partais, je suis partie la première semaine à Montréal. Donc, au début, c'était un peu, il appréhendait pas, mais bon, c'était pas forcément sa tasse de thé. Et en fait, après, il était content. Parce qu'il dit, en fait, le rythme est différent. Et moi, en fait, je fais switch off de mon boulot parce que je n'ai plus le choix. Et j'ai trouvé ça génial. Ça remettait les pendules à l'heure et la famille au centre. Et donc, du coup, je trouve ça permet que nous, on n'ait pas non plus cette charge mentale qui, pourquoi ça? Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. On est deux à être parents. Oui, les enfants ont un père et une mère, a priori. Oui. C'est pas parce que c'est pas pareil. Tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand nous, on bouge, en fait, on autorise l'autre à bouger aussi. Ouais. Et lui, finalement, il fait ses propres expériences qu'il n'aurait pas faites aussi si nous-mêmes, on s'était pas un peu décalé ou si on n'avait pas bougé un peu. Et dans ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai que, en fait, là, on parle beaucoup de la femme entrepreneur ou le mari qui travaille et les enfants, mais il y a aussi la femme. Et en fait, il y a le fait de prendre du temps pour soi. Et donc, moi, quand j'étais à Shanghai, donc on était au début sans enfants, mais on l'a perpétué après, en fait, je disais, moi, j'ai mes soirées filles. Donc, du coup, c'était le mercredi, j'avais ma soirée fille. Et ça lui arrivait au début soit que ça l'embête, soit qu'il soit jaloux, parce qu'il n'arrivait pas lui-même à se donner la permission de savoir sa soirée garçon. Et donc, depuis, moi, le mercredi, c'est ma soirée fille, et lui, le jeudi, c'est sa soirée garçon. Et du coup, voilà, ça fait que les différentes facettes, alors, rien n'est jamais parfait, hein, on est bien d'accord, mais voilà, dans cet équilibrage, voilà, on a différentes facettes. On est une femme, on est, oui, une épouse, une maman, donc on a de quoi se nourrir dans son équilibre de vie. Et donc ça, c'est aussi important. Et dans ces différentes dimensions. Ouais. Bon, je regarde juste un peu mes questions parce que du coup, comme j'en ai préparé... Après, on part un petit peu ailleurs. Voilà, on est pris par autre chose. Donc, voilà. Et moi, alors, du coup, on va revenir sur l'organisation parce que je sais que ça intéresse plein de femmes. Moi, je vois par exemple, là, on a Céline qui nous dit, dans mon cas, je me retrouve à gérer un emploi du temps de ministre, parce qu'effectivement, du coup, on a la maison, les enfants, notre travail, et puis oui, donc effectivement, Céline, on n'a pas de mal à imaginer que ça puisse être un emploi du temps de ministre. Toi, aujourd'hui, tes enfants sont un peu plus grands, Delphine. Comment tu fais justement? Donc, je pense qu'il y a pas mal de réflexes qui se sont mis en place. En tout cas, tu as insufflé des habitudes à ta famille, probablement. Sur quoi tu t'appuies justement pour essayer de maintenir cet équilibre, en tout cas de l'adapter avec les enfants qui grandissent? C'est quoi un peu tes phrases, tes mantras, justement pour éviter de perdre cet équilibre? En fait, je dirais que c'est... alors, encore une fois, rien n'est jamais parfait, mais du coup, moi, j'ai jamais voulu tout prendre en charge. Donc, on a eu très rapidement une femme de ménage. On a toujours une femme de ménage. Mon mari, au départ, ne voulait pas de femme de ménage parce que mon mari est un homme d'intérieur. Enfin, c'est pas qu'il adore faire le ménage, mais voilà, il aime bien s'occuper de son intérieur. Donc, au début, il disait, non, mais on peut le faire, genre, en famille, bien sûr. Donc, du coup, j'ai réussi. Donc, une femme de ménage. Donc, des fois, on peut dire ça coûte cher, je ne sais quoi. Il y a moyen. Nous, on a des chèques éco-services aujourd'hui, donc c'est pas, voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est se dire que tout n'a pas besoin d'être fait par soi.
Moi, voilà, aujourd'hui, Antoine, il a 13 ans, Tom, il a 11 ans. Ils ont intégré que je travaille, même quand je suis dans la maison. Donc là, je suis au même étage que leur chambre. Donc, mais voilà, quand j'ai la porte fermée, donc des fois, ils peuvent passer mais je travaille. Donc, en fait, il y a ce cadre-là. Mon mari, c'est pareil. Le ménage, ben, moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc, voilà, il y a une femme de ménage. Voilà. Et donc, en fait, c'est de demander de l'aide. Et puis, petit à petit, demander de l'aide, ça peut être, ben voilà, si les enfants, il faut les amener à droite, à gauche, ou je ne sais quoi, bah, je demande à mon mari, je demande à des amis. Puis, en grandissant, bah, ils s'autonomisent aussi. Donc, du coup, c'est de se dire que, bah, voilà, tout n'a pas besoin d'être sur mes épaules. Et des fois, ça peut être mieux fait ou fait différemment. Et donc, c'est aussi lâcher le contrôle. Parce qu'en fait, quand on est comme ça, c'est que on attend tout d'une maman. Et en fait, il y a comme, c'est un chef d'orchestre et du coup, il y a un vrai contrôle, en fait. Ça doit être fait comme ci, comme ça. Bah non. Donc, petit à petit, les garçons, ils font leur sandwich. Donc, c'est aussi les autonomiser de plus en plus rapidement, en fait. Alors, encore une fois, rien n'est jamais parfait, mais je trouve que ça leur rend service. Donc, tout petit, déjà, à 5-6 ans, ils peuvent faire déjà des choses par eux-mêmes. Donc, je trouve que c'est chouette, après, dans la dynamique familiale, de pouvoir faire en sorte que chacun puisse se sentir utile, en fait, et de se décomplexer, de demander de l'aide. Moi, je trouve que c'est chouette de se dire, bah voilà, on a de l'argent, et ben du coup, on crée un emploi. Voilà. Il y a une femme de ménage qui vient et c'est super. Et donc, du coup, c'est de pouvoir vraiment être dans cette dimension où finalement chacun contribue à sa façon et à son niveau et pour pas endosser la charge mentale. Moi, j'étais aux États-Unis et les femmes, une grande partie des femmes arrêtent jusqu'aux 5 ans de l'enfant parce que l'école n'est obligatoire qu'à partir des 5 ans. On appelle ça des mamans taxis. Et moi, j'ai dit non, mais jamais, jamais. Parce qu'en fait, ils font un nombre d'activités incroyables. Ils font de la musique, ils font du sport. Et du coup, les femmes, les mamans, elles assistent au match de foot. Et là, je dis, ah non, mais moi, jamais. Donc, du coup, voilà. Et donc, avec mon mari, par exemple, on sait que le samedi, il n'y a pas d'activité pour les enfants. On l'a fait, bien sûr. On se dit, c'est pénible, quoi. Donc, voilà. Et donc, là, ils y vont tout seuls à pied le mercredi après-midi. Donc, voilà, c'est se caler aussi en écoutant ses besoins et l'évolution des enfants, ce qu'ils sont capables de faire aussi, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est vraiment revenir à qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important pour moi. Et après, les mettre ça, par exemple, il y a ton travail, et puis après, il y a tes enfants, ton mari. Mais justement, alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, voilà, quelle est ma priorité? Et à partir de là, comment je peux faire pour m'alléger le quotidien aussi? Parce que pas se créer des obligations. Je trouve que l'exemple des activités est typique. C'est-à-dire que qui a dit que les enfants devaient faire 15 000 activités et forcément le mercredi et le samedi? Effectivement, ça vient pourrir les week-ends des parents. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui peut se faire? Est-ce que ça peut pas être qu'une seule activité qui serait importante pour l'enfant? Voilà. C'est réfléchir à ce qui est finalement essentiel et accessoire. Et alors, juste une question, quand tu t'organises avec le travail, est-ce que tu mets des limites de temps? Ou est-ce que tu travailles finalement quand il te reste de la place, justement? Comment tu t'organises? Est-ce que toi, tu dis, j'ai toujours mis, je savais quel jour et quels horaires je voulais travailler. Donc, généralement, ça correspond à quand ils sont à l'école. Et donc, voilà. Du coup, bon, là, ils sont plus grands. Donc, mais même moi, dans mon énergie, au-delà de 5 heures, j'ai plus envie de travailler. Donc, je travaille pas le soir, je travaille pas le week-end. Et donc, du coup, je suis nourrie dans mon besoin parce que au fur et à mesure, j'ai appris, et encore une fois, rien n'est parfait, mais à être efficace, plutôt organisée. Et donc, ce qui fait que la plupart du temps, donc j'ai l'impression d'avoir fini ma journée. Et donc, du coup, le soir, je peux faire autre chose. Donc, puis en plus, ça dépend après. Et puis, du coup, de me dire, tiens, il y a des moments où je vais être avec mes garçons, avec l'un, avec l'autre, ou je ne sais quoi. Et donc, même pouvoir envisager de faire des choses. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, je suis partie à Londres avec Antoine à Harry Potter. C'était génial. Et du coup, je me dis,
c'est aussi ça, quoi, faire des choses avec que l'un, avec que l'autre. Et je trouve que du coup, ça sort du ronron mécanique, routinier. Et je trouve, du coup, voir un peu les choses différemment, changer de perspective ou de façon de faire, c'est super important, en fait, voilà, souvent de prendre un peu du recul puis de dire, bah, tiens, comment j'aimerais faire différemment, euh, pour que ce soit plaisant, que ce soit plus léger, et pas dans cette routine, même si, de fait, elle est nécessaire, mais pas que. Ouais, du coup, moi, je retiens quand même deux choses. C'est être bien organisé sur Ouais. les espaces qu'on se dédie, être au clair avec ça aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de dédier comme espace? Pourquoi? Et pas avoir peur de déléguer. Exactement, et c'est un truc tout bête, mais par exemple, pendant le confinement, Laurent, mon mari, me dit, bah, tiens, on peut aller, je crois que c'était chercher un repas ou je ne sais quoi, et aussi bien lui, il va y aller, alors moi, je vais prendre mon téléphone, je vais commander, voire me faire livrer. Et donc, du coup, bah, des fois, c'est qu'est-ce qui peut me simplifier la vie? Donc, on en revient à ta créativité. La boucle est bouclée. Mais Merci. avant d'être créatif, c'est important d'accueillir l'émotion. Parce que forcément, il y en a une, la culpabilité ou voilà, il y en a. Et donc, accueillir cette émotion et puis arriver à s'en libérer, ça permet la créativité. Mais si on est barbouillé dans ces émotions, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Un dernier conseil peut-être, Delphine, ou un dernier mot pour la fin? Je dirais que, alors, plutôt sur l'équilibre de vie, puisque c'est le thème dont tu parles, je trouve que d'avoir des temps pour soi, pour prendre du recul, en fait, pour se dire, tiens, enfin, c'est pas est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre là, mais c'est vrai que c'est intéressant de prendre du recul. Moi, je sais que j'avais mis en place dans le confinement d'aller tous les 2 mois à Paris. 4 jours, donc pour le travail mais aussi perso. Et c'est vrai que de sortir de chez soi, ça permet un petit peu comme je disais tout de suite là, de prendre du recul puis de dire tiens qu'est-ce que j'aimerais faire différemment, que ce soit avec moi, avec mes enfants, avec mon conjoint, etc. Et ça remet de la créativité, de la légèreté aussi, de la joie dans le quotidien. Merci, Delphine. Je vous propose, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. On va profiter de ce petit temps maintenant pour la partie questions-réponses. Céline nous disait, s'autoriser à prendre sa place, ce n'est pas facile. C'est un chemin. Tout à fait. Et je trouve que du coup, se dire que, enfin, du coup, se dire, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est un chemin, puis c'est important de voir déjà le chemin parcouru. Puis des fois, on trébuche, on doit s'arrêter, mais c'est surtout se dire, trouver ma place, ce serait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ce serait en fait de se dire de ce que j'en sais aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait de prendre ma place? Parce que du coup, ça permet de changer ses lunettes et peut-être de voir sa vie différemment et de voir déjà, ne serait-ce que là où les petites choses qu'on peut commencer à changer. Et c'est un chemin en fait, c'est sûr. Et oui, il faut faire preuve d'indulgence. Ouais. C'est comme ça, le chemin, effectivement, ça prend du temps, donc de l'indulgence, de la patience. Et puis, ça peut être réajusté au fur et à mesure aussi, quoi. On n'est pas obligé de réussir du premier coup. Ouais, c'est de l'amour de soi. Ouais. Plein de sujets à travailler. Oui, mais en fait, c'est ça, en fait, finalement, vivre sa vie, c'est ça. Ouais. C'est grandir et évoluer. Ouais, puis que au quotidien, en fait, ça ressemble de plus en plus à ce qui nous fait du bien. Merci beaucoup, Delphine. On va finir notre entretien du coup. Un grand merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je vais vous mettre aussi, donc je vous mettrai en commentaire l'adresse de Delphine, enfin l'adresse de son site internet Femme de Challenge, si ça vous intéresse pour aller voir un peu plus la façon de travailler de Delphine, du coup, avec son travail en ligne. Voilà, je vous attends le mois prochain aussi. Il y aura un nouveau live sur un thème que je vais garder encore un peu secret. Mais je vous mets déjà un peu l'eau en appétit pour le mois prochain. Voilà.
du coup, encore un grand merci Delphine d'avoir été parmi nous. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt sur la page de Réunion. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Au revoir Delphine, au revoir et à toutes.